L'histoire commence alors que nous découvrons un gars nommé Claude Sirius. Il est le détenteur du titre de magicien de première classe, dont il n'y en a que 10 dans le monde. Claude est une légende, et l'on dit que sa magie est assez puissante pour déplacer les étoiles. À seulement 17 ans, il était le plus jeune professeur jamais affecté à l'Académie royale de magie. Un avenir brillant l'attendait, mais un jour, il a mystérieusement disparu. Nous rencontrons ensuite notre protagoniste nommée Pika alors qu'elle se prépare à voler. Son amie Aria se demande si elle est vraiment sérieuse à propos de ce qu'elle fait. Elle prévient Pika qu'elle aura de sérieux ennuis si elle échoue à voler et tombe de cette hauteur. Pika ne l'écoute pas et dit simplement à son amie de bien regarder. Elle ordonne à l'air de lui donner de la force et de lui accorder la liberté. Elle veut être libre du sol, et elle exige que son bâton vole. Pika saute d'une falaise espérant voler, mais elle est horrifiée lorsque cela ne fonctionne pas. Elle s'écrase directement sur le sol, et Aria ne peut s'empêcher de rire. Elle ne se lasse jamais de voir Pika tomber, et elle lui rend hommage d'avoir survécu. Aria dit qu'elle devrait devenir cascadeuse, mais Pika refuse. Elle est très déterminée et déclare qu'elle deviendra magicienne. Pour y parvenir, elle devra entrer à l'Académie royale où le légendaire Claude enseignait. Elle jure d'y étudier pour devenir une magicienne de première classe comme Claude. Aria doute fortement que ce soit possible car Pika ne peut même pas utiliser un seul sort. Pika n'est pas dérangée car elle s'entraîne encore. Elle fait un entraînement de vol tous les jours et n'abandonne jamais. Aria admire sa ténacité, mais dit que Pika a mauvais goût en matière de héros. Pika admire Claude, mais la plupart des gens pensent qu'il a passé son apogée. Ce que les gens évoquent toujours, c'est comment l'Académie royale a été attaquée il y a 2 ans. Des monstres terrifiants sont apparus, et Claude s'est enfui comme un lâche au lieu de protéger les étudiants. Pika refuse d'écouter et dit que personne ne peut lui dire qui admirer. Elle dit à Aria de s'en aller si tout ce qu'elle va faire est de se moquer d'elle. Aria s'excuse et dit qu'elle est juste inquiète pour elle. Aria est sûre que Pika va échouer, alors elle dit qu'elle devrait prendre un professeur particulier. Malheureusement, Pika a trop de frères et sœurs, donc sa famille n'a pas d'argent. Elle ne peut pas payer de professeur, c'est pourquoi elle essaie d'apprendre toute seule. Aria lui dit de ne pas s'inquiéter car elle est un génie, et elle promet d'enseigner à Pika sa magie Aquarius. Sa magie est impressionnante, mais Aria n'accepte que les services en échange. Ensuite, Pika décide d'ignorer les insultes d'Aria. Elle est confiante de pouvoir le faire elle-même, et elle se le répète encore et encore. Malheureusement, elle s'écrase à nouveau sur le sol, et son nez saigne une fois de plus. Il reste moins d'1 an avant le prochain examen, alors Pika sait qu'elle doit faire quelque chose. Malheureusement, elle ne connaît personne qui connaisse des magiciens. Juste à ce moment, un chat mystérieux lui dit de se calmer un peu pour qu'il puisse faire une sieste. Il dit que si elle veut continuer à tomber sur son visage, elle devrait le faire ailleurs. Pika est stupéfaite de réaliser qu'elle vient d'entendre ce chat parler. Elle se demande si elle vient d'apprendre une magie qui lui permet d'entendre les animaux, mais ce n'est pas le cas. Le chat est également surpris car les humains ne peuvent pas l'entendre. La curiosité de Pikaka se transforme rapidement en terreur, et elle se demande si ce chat est une sorte de monstre. Le chat utilise une magie appelée Sagittaire, et il l'envoie voler dans les airs. La douleur qu'elle ressent en tombant est un avertissement pour qu'elle ne l'appelle plus jamais monstre. Le chat lui révèle qu'il était autrefois un magicien humain. Il a été maudit pour prendre cette forme, mais il peut encore utiliser un peu de magie. C'est tout ce que Pika avait besoin d'entendre, alors elle dit au chat qu'elle veut qu'il lui enseigne. Elle se moque qu'il soit coincé sous cette forme de chat, elle veut juste apprendre la magie. Le chat se demande si elle est folle, alors elle explique qu'elle veut entrer à l'Académie Diana. Le chat pense vraiment qu'elle est folle maintenant parce que cette école est l'académie de magie du plus haut niveau qui existe. Pika le sait déjà, et c'est pourquoi elle a besoin de son aide. Le chat ne voit pas ce qu'il y gagne, alors il rejette l'idée. Pika n'a pas d'argent, mais elle dit qu'elle fera ce qu'elle peut. Le chat a un regard sournois dans les yeux, et Pika se demande quelle terrible chose il prépare. Le chat n'a rien de mal en tête, il a juste besoin d'elle car les autres humains ne peuvent pas le comprendre. Il a un plan mystérieux, mais il ne dit pas à Pika ce que c'est. Au lieu de cela, il dit qu'il ne peut pas rester sans rien faire devant quelqu'un qui lutte. Pika ne pourrait pas être plus heureuse, et elle se présente au chat. Le chat ne s'inquiète pas des présentations formelles, et il dit qu'il devrait aller dans la capitale pour s'entraîner. Quand ils arrivent, le chat ne perd pas de temps. Il dit à sa nouvelle élève de lever le bras et de réciter un sort. Il s'appelle « Donne-moi une bière froide », alors Pika le copie exactement. Le plan du chat fonctionne parfaitement quand une serveuse à proximité entend Pika. Le sort était « Donne-moi une bière froide », alors la serveuse dit que cela coûtera 300 pièces d'or. Le chat n'a pas bu de bière depuis très longtemps, alors il en descend quelques-unes. Pika est furieuse en réalisant que le chat l'a trompée. Elle l'étrangle presque à mort, et elle se demande s'il est vraiment sérieux à propos de lui enseigner. Le chat promet qu'il l'est, et qu'il avait juste besoin d'une bière. Pika lui rappelle qu'elle n'a pas d'argent, donc il devra payer. Les serveuses appellent le chat Minou, alors Pika se demande si elle est vraiment la seule personne qui peut le comprendre. Juste à ce moment, le chat pense qu'il a assez eu de plaisir.
Il prévoit maintenant de donner à Pika une tâche impossible pour la faire abandonner. Il lui dit qu'elle n'a qu'à faire une chose avant leur entraînement, et ensuite il lui enseignera la magie. Il l'emmène à la bibliothèque royale qui a tout ce dont il pourrait avoir besoin. Il y a même un grimoire légendaire qu'on ne peut pas trouver facilement ailleurs. C'est un grimoire qui accorde la sagesse à ceux qui le touchent, et il s'appelle le livre de la Providence. Le chat lui dit qu'il veut qu'elle utilise le grimoire pour qu'elle puisse apprendre à le libérer de sa malédiction. Pika demande où est le livre, mais le chat dit qu'il lui demande parce qu'il ne sait pas. Son travail sera de parcourir tous les grimoires car elle finira par le trouver. Pika se fâche à nouveau car il y a des milliers de livres ici. Le chat sait que ce ne sera pas facile, c'est pourquoi il lui donne un mois entier. Pika est mortifiée, et elle se demande si le chat va l'aider. Malheureusement, il ne peut pas car dès qu'un non-humain essaie de prendre un livre, quelque chose de mauvais arrive. Le livre-mère qui surveille la bibliothèque le détecte et sonne l'alarme. Un garde se présente comme toujours, et il voit que le sale chat est revenu. Ce n'est pas la première fois que le chat essaie, alors il dit qu'il est temps pour lui de partir. Pika doute qu'elle puisse trouver le livre, alors le chat lui souhaite bonne chance pour devenir magicienne par elle-même. Pika n'a pas d'autre option, alors elle est déterminée à trouver le livre. Sa recherche commence, mais le chat est sûr qu'elle ne le trouvera pas en un mois. Dans son esprit, il s'excuse de l'avoir trompée ainsi, mais avoir un apprenti serait trop pénible. En partant, il remarque un article sur la disparition de Claude Sirius. Juste à ce moment, Pika fait un bruit fort, et nous voyons qu'elle a maintenant une queue. Elle a lu un livre sur la magie de transformation, et elle a été transformée en chat, elle aussi. C'est terrible, et elle se met à pleurer. Le chat lui dit de faire attention car certains grimoires ont une magie qui s'active quand on les ouvre. Le chaos s'ensuit alors que Pika parcourt plusieurs livres. Elle déclenche toutes sortes de magies, et elle réalise que les grimoires sont vraiment effrayants. Le chat la plaint vraiment, et il doute qu'elle tienne plus de 3 jours. Malheureusement pour lui, il a très tort. Malgré ce que le chat pensait, Pika continue d'aller à la bibliothèque tous les jours. Un jour, le chat se demande ce que fait Pika. Elle explique qu'elle étudie les ruines antiques, et le chat demande pourquoi. Il lui rappelle qu'elle est censée chercher le livre, mais elle dit que cela en fait partie. Le livre de la Providence est un grimoire légendaire, donc il pourrait être écrit dans une langue ancienne. Elle devra être capable de le lire, alors elle étudie. Le chat est vraiment impressionné par elle car elle fait preuve d'une grande perspicacité. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si studieuse, et elle dit qu'elle non plus. Elle n'aimait même pas lire avant, mais plus elle lisait, plus elle devenait intéressée. Elle a beaucoup appris jusqu'à présent, et elle raconte tout au chat avec enthousiasme. Il pousse un grand soupir car il réalise seulement maintenant qu'il l'a sous-estimée. Malheureusement, il n'y a pas de retour en arrière possible, et elle n'a plus de temps. Il lui a donné un mois entier, et il vient de se terminer. Pika le supplie de lui donner un peu plus de temps, mais il dit que cela ne fera pas de différence. Elle continue à plaider sa cause, et dit qu'elle veut vraiment aller à l'Académie Diana. Le chat demande pourquoi elle veut y aller, et elle explique qu'elle veut devenir une magicienne de première classe comme Claude. Le chat déteste entendre ce nom, et il fait remarquer que les gens traitent Claude de lâche. Pika n'en a rien à faire car elle ne croit pas à cette rumeur. C'est parce qu'elle sait comment Claude est vraiment. Elle révèle que lorsque la ville a été attaquée il y a 2 ans, elle se trouvait là-bas. Elle a été prise dans l'attaque, et les gens autour d'elle tombaient les uns après les autres. Elle pensait que sa vie allait se terminer, et elle commençait à perdre espoir. C'est alors que Claude est apparu et lui a sauvé la vie. Il lui a dit qu'elle était forte et qu'elle avait bien fait de rester en vie. Claude l'a protégée, donc elle est sûre qu'il ne s'enfuirait jamais. Grâce à ce jour, elle veut devenir une magicienne forte comme lui. Une personne qui peut risquer sa vie pour en protéger d'autres. Le chat ne peut pas comprendre pourquoi elle voudrait cela, et il se demande ce qu'elle retirerait à protéger les autres. Pika est déçu en réalisant que son professeur est une sorte de personne minable. Il dit qu'il devrait s'arrêter là car essayer de continuer est une perte de temps. Pika essaie de l'arrêter, mais il a déjà pris sa décision. Dans son désespoir, Pika arrive à réaliser quelque chose. Le livre-mère au centre de la bibliothèque semble avoir un texte caché sur sa couverture. Le chat est intrigué, et Pika explique que ce sont les runes antiques qu'elle venait d'apprendre. Elle arrive à traduire le texte, et il dit simplement « l'invitateur ». Prononcer ces mots fait s'ouvrir le livre en grand. Cela révèle un mystérieux passage caché, et le chat détermine que le livre de la Providence doit être à l'intérieur. Pika s'y précipite sans hésitation, et elle est émerveillée par la beauté de l'intérieur. Le chat détermine que quelqu'un a dû utiliser la magie pour créer cet espace extradimensionnel. Ils doivent y stocker des livres interdits et des grimoires de qualité trésor national. Il dit qu'il y a de fortes chances que le livre de la Providence soit ici, et ils entendent une voix terrifiante. La voix dit quel est le livre de la Providence, et il s'avère que c'est une pierre unique. Pika est choqué d'entendre qu'il peut parler, et il connaît même son nom. Elle demande comment c'est possible, alors il explique qu'il est omniscient. Pika ne perd pas de temps, et elle demande si le livre sait comment lever la malédiction du chat. Le livre dit que bien sûr qu'il sait, et que le chat est sous une malédiction karmique. Contrairement à une malédiction de transformation ordinaire,
la malédiction karmique transfère la chair à un autre être. Leur corps disparaît, et seule leur âme reste. C'est une mauvaise nouvelle, alors Pika demande comment ils peuvent récupérer son corps. Le livre révèle qu'il n'y a qu'un seul moyen, Pika doit utiliser la magie de renaissance qu'elle possède. Pika est à nouveau choquée car elle ne sait pas de quoi il parle. Le livre demande si elle a jamais remarqué que ses blessures guérissent très rapidement. Pika repense à toutes les fois où elle s'est blessée, et elle réalise qu'il a raison. Il explique que son corps guérit rapidement à cause de la magie, et elle n'a tout simplement pas réalisé qu'elle possède un pouvoir spécial. Pika est ravie d'entendre cela, et le chat n'en croit pas ses yeux. C'est son opportunité d'être enfin libre de sa malédiction. Pika a hâte de ressembler davantage à Claude, alors elle demande comment utiliser la magie. Le livre révèle qu'elle doit injecter sa magie dans le chat. Pika ne sait pas comment faire, alors le livre explique qu'elle doit l'embrasser. Elle est horrifiée car elle n'a jamais embrassé personne. Pika devient très timide et dit qu'elle ne peut pas embrasser quelqu'un qui n'est pas son petit ami sur les lèvres. Juste à ce moment, le livre fait remarquer qu'il n'a rien dit à propos de l'embrasser sur les lèvres. Cela déstabilise vraiment Pika, et elle se demande ce qu'il peut bien vouloir dire. Les choses prennent alors un tour très sombre quand il révèle qu'elle doit l'embrasser sur les fesses. Le chat dit qu'ils vont laisser tomber cette solution, mais le livre continue d'expliquer. Faire ainsi garantit que la magie est absorbée rapidement. Nos héros ne sont certainement pas d'accord avec cette méthode, et Pika dit qu'il doit y avoir un autre moyen. Juste à ce moment, un garde apparaît, et Pika essaie de s'excuser pour l'intrusion. Le garde s'effondre de façon surprenante, et il dit à nos héros de courir. Ils doivent se dépêcher car la bibliothèque est attaquée. Nous apercevons le coupable, et nous voyons qu'il est terrifiant. Juste à ce moment, une bête féroce sort du portail. Le chat explique que c'est un ortu, et c'est l'une des bêtes mystiques que les sectateurs utilisent. Les sectateurs auraient été supprimés par l'armée après leur attaque, alors le chat suppose qu'il doit rester un groupe de traînards. C'est vraiment mauvais car il est clair qu'ils cherchent les livres interdits. Nos héros courent pour sauver leur vie, et le chat dit qu'ils n'ont qu'à survivre. L'armée est probablement en route depuis la capitale royale, donc ils devraient continuer à courir. Cela s'avère plus facile à dire qu'à faire car ils doivent esquiver les puissantes attaques de la créature. Il devient clair qu'ils ne pourront pas la semer, alors le chat a une idée. Il dit à Pika de rester derrière et d'affronter la bête, et il lui laissera tout. Pika devient furieuse car elle fait remarquer que son plan est censé être l'inverse. Il dit qu'il ne peut rien faire car il n'est qu'un petit chat faible. Les deux se disputent pour savoir qui est le plus faible, alors le chat a une autre idée. S'il redevient humain, son pouvoir augmentera de plusieurs ordres de grandeur. La seule façon de s'en sortir est que Pika lève sa malédiction. Elle est horrifiée par cette réalité, mais il fait remarquer que leurs vies sont sur le point de se terminer. Ils n'ont plus de temps, mais Pika dit qu'elle préférerait perdre la vie. Le chat renverse vraiment la situation en déterminant que c'est là la véritable étendue de sa détermination. Tous ses discours sur le fait de tout faire pour atteindre son objectif n'ont finalement été que des paroles en l'air. Pika ne peut pas laisser sa détermination être mise en doute, alors elle se lance après le chat. Malheureusement, le monstre la trouve et déchaîne un pouvoir terrifiant. Pika ne peut que rester figée en réalisant qu'elle ne va pas survivre. C'est son dernier moment sur Terre, et elle regrette d'avoir dit qu'elle préférerait que sa vie se termine. L'attaque est sur le point de la consumer, mais un homme mystérieux sort de nulle part pour la bloquer. C'est en fait le chat, qui est revenu, et il utilise un sort de tourbillon. Cela leur donne un peu de temps, et Pika n'en croit pas ses yeux. L'attaque terrifiante est écrasante, alors il dit à Pika de s'enfuir. Elle ne veut pas qu'il se sacrifie, mais c'est exactement ce qu'il prévoit de faire. Il utilise la magie pour la pousser en sécurité, et il dit au revoir à son apprenti. Pika est couverte de larmes en réalisant qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse jamais protéger les gens. Au final, elle est toujours sauvée comme d'habitude. Avant de sombrer davantage, Pika se rappelle sa promesse de devenir une magicienne forte. Elle retrouve sa confiance et se précipite dans les flammes. Elle y trouve le chat inconscient et le prend dans ses bras. Elle sait qu'elle est inexpérimentée et qu'il n'y a aucun moyen qu'elle puisse vaincre cette bête. Cependant, cela ne l'empêchera pas de faire ce qu'elle peut. Pika embrasse le chat, et il se retransforme en humain. Son immense pouvoir lui revient, et il se demande qui est ce roquet qui aboie. Il disperse facilement toute l'attaque, et il fait remarquer qu'il n'a pas été dans son corps humain depuis 2 ans. Pika est stupéfaite en réalisant que le chat était Claude tout ce temps. Claude passe maintenant à l'offensive avec l'attaque de grande magie. Il crée le cryobo et utilise l'attaque appelée Icing Arrow. Claude tire la flèche sur la bête, et elle la recouvre complètement de glace. La glace se brise en centaines de morceaux, et le monstre est vaincu. La personne derrière l'attaque ne veut clairement rien avoir à faire avec ça, alors elle part. Claude ne détecte plus aucun pouvoir magique, alors il détermine que les sectateurs ne sont plus là. Pika est en état de choc complet, et elle n'arrive pas à croire que son professeur était Claude. Claude pensait qu'elle aurait compris avant, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il serait un tel idiot. Claude lui dit de ne pas être déçu par une version idéalisée de lui-même car il est juste qui il est. Pika dit qu'il n'est pas gentil du tout, mais elle ne peut s'empêcher de penser à quel point il était héroïque. Il a arrêté le monstre, et il l'a sauvé comme il l'avait fait à l'époque.
Claude ne fait qu'aggraver sa réputation en disant qu'il n'a plus besoin d'elle maintenant qu'il a retrouvé son corps. Leur accord est terminé, mais Pika fait remarquer qu'il doit encore lui enseigner la magie. Malheureusement pour lui, il se retransforme en Tchat pour une raison quelconque. Pika renverse la situation cette fois en se rappelant qu'il a dit qu'il n'avait plus besoin d'elle. Leur accord est terminé, alors elle le laisse derrière elle sous forme de Tchat. Cette fois, il la supplie de s'arrêter, et il dit qu'ils étaient liés par le destin. Il commence à se crier dessus, et Claude blâme le livre de la Providence. Ils ont fait ce qu'il leur a dit de faire, mais il n'a rien dit à propos de sa retransformation en Tchat. Le livre explique simplement que Pika n'est pas d'un niveau assez élevé. La seule façon que la malédiction soit complètement annulée est qu'il soit au même niveau. Claude réalise que cela signifie qu'il devra entraîner Pika pour qu'elle devienne une magicienne de première classe comme lui. Pika n'y croit pas, et Claude dit que leurs intérêts sont alignés. Pika se souvient comment Aria l'a rabaissée, et elle commence à se demander si elle peut vraiment devenir une magicienne de première classe. Claude est maintenant de son côté, et il dit qu'il va juste devoir faire d'elle une magicienne de première classe. À partir de maintenant, il veut qu'elle l'appelle professeur. Il va parler au directeur de l'école pour pouvoir récupérer son poste. Il déclare qu'il va vraiment devenir le professeur de Pika, alors elle ferait mieux d'être prête pour les 3 prochaines années. C'est tout ce que Pika a toujours voulu, alors elle se demande si c'est une sorte de rêve. Une nuit, Pika fait un rêve à propos de Claude. Il dit qu'il a besoin de son aide, et il veut qu'elle lui embrasse les fesses. Elle se réveille de ce terrible cauchemar, et Claude lui crie de se réveiller enfin. L'entraînement magique de Pika commence, et Claude se demande si elle sait ce qui est le plus important dans la magie. Pika croit que c'est la volonté de rêver, mais cette réponse est terriblement fausse. La vraie réponse est l'affinité magique d'une personne. C'est simplement le type de magie avec lequel vous êtes né. La raison pour laquelle c'est si important, c'est qu'il est difficile d'acquérir une magie qui n'est pas du type auquel vous êtes attribué. Par exemple, si Pika n'a pas l'affinité pour la magie de vol, alors elle n'a aucun espoir de jamais quitter le sol. C'est pourquoi elle n'a pas pu voler, alors Claude explique que la magie de vol est attribuée au Sagittaire et au Bélier. Pika dit qu'elle est vierge, alors elle se demande quelle attribution magique elle a. Claude lui dit de se calmer et explique que votre type est déterminé par les 12 constellations du zodiaque. La Vierge est associée à Déméter, la déesse de la fertilité. Cela est lié à la magie des plantes, donc Pika peut créer de la végétation partout et n'importe où. Pika adore ça, et elle se demande si c'est pour cela qu'elle peut utiliser la magie de renaissance. Claude dit non, car c'est un type de magie spéciale, et une telle magie existe pour n'importe quel attribut. Pika est excitée en imaginant qu'elle peut l'améliorer en la pratiquant beaucoup. Claude lui dit de ne pas s'inquiéter de cela pour l'instant et d'oublier ça. La capacité devient encore plus mystérieuse lorsque Claude lui dit de n'en parler à personne. Il est temps de travailler sur sa magie de vierge, alors il dit à Pika de faire pousser des jeunes plants à proximité. Il lui ordonne d'utiliser sa baguette car les baguettes fonctionnent en concentrant la magie dans votre corps sur un seul point. L'incantation est un interrupteur pour activer la magie, et Pika devra imaginer les jeunes plants qui poussent pour que cela fonctionne. Plus son image mentale est vive, plus la magie sera forte. Pika récite l'incantation, et elle essaie d'imaginer les jeunes plants qui poussent. Elle lance le sort Anima et se surprend elle-même quand elle réussit à le faire. Pika perd la raison d'excitation, et elle se demande pourquoi Claude ne célèbre pas. Claude souligne qu'activer la magie n'est que la première étape. C'est comme faire du vélo avec des petites roues, donc il n'y a pas de raison de s'exciter. Il a besoin que Pika annule sa malédiction, donc il doit faire d'elle une magicienne de première classe. Pika pense à quel point il est sans cœur car c'était la première fois de sa vie qu'elle utilisait la magie. C'est une grande étape pour elle, et elle aurait aimé être félicitée. Elle repense au moment où il lui a dit qu'elle était forte, mais elle s'arrête rapidement. Elle dit au revoir à son premier amour car elle consacre désormais sa vie à l'étude de la magie. Claude se demande si elle a pensé à arrêter la magie, et on voit qu'elle a oublié. La magie devient incontrôlable, et elle emmène Pika dans les airs. Après une journée d'entraînement, Claude réalise qu'il a sous-estimé Pika. Jamais de toute sa carrière d'enseignant il n'a eu un élève aussi mauvais pour contrôler la magie. Après plusieurs heures d'entraînement supplémentaires, Pika commence à se demander si elle n'a tout simplement aucun talent. Elle dit d'oublier l'idée de devenir une magicienne de première classe car elle pourrait même ne pas être capable de réussir l'examen. Juste à ce moment, le frère de Pika dit que leurs parents l'appellent. Leurs finances familiales sont en difficulté, donc ils ont besoin de son aide. Sa mère est tombée d'une échelle, donc elle ne peut pas récolter les fruits de la ferme. Elle a besoin que Pika le fasse elle-même, alors Pika essaie de lui rappeler qu'elle doit se préparer pour les examens. Heureusement, Claude a la solution en disant à Pika qu'elle devrait essayer de récolter les fruits en utilisant la magie. Pika dit que ce serait impossible, mais Claude lui rappelle qu'elle aura besoin d'argent. Elle ne pourra pas payer les frais d'inscription si elle n'a aucun revenu. Claude annonce que pendant 6 mois, jusqu'à l'examen, Pika utilisera sa magie pour faire tout le travail de la ferme. Elle ne fera aucun autre type d'entraînement, alors Pika se demande si cela va vraiment l'aider. Claude explique que la réponse ne dépend que d'elle.
Pika est prête à essayer, mais elle ne veut pas être blâmée si quelque chose tourne mal. Elle utilise Anima à nouveau, et cette fois l'arbre pousse si vite que cela ressemble à une attaque. C'était trop agressif, mais Pika pouvait dire que c'était mieux qu'avant. Elle se demande pourquoi, alors Claude explique ce qui s'est passé. Il lui rappelle que la force de la magie est affectée par la qualité de votre imagination. Pika aide à la ferme depuis qu'elle est petite, donc il lui est facile d'imaginer chaque petit détail. Elle peut facilement imaginer la hauteur des arbres, comment les branches poussent, et même la sensation du fruit dans sa main. Claude dit qu'il aidera en mangeant tous les fruits qu'elle gâchera. Pika n'est pas impressionnée, et elle se demande si c'est ce qu'il recherchait depuis le début. La vie de Pika en tant que fermière commence par la récolte d'oranges en hiver. Celles qu'il cultive sont une variété sucrée et sans pépins très agréable. Quand le printemps arrive, il est temps pour elle de commencer la taille. Elle doit couper les branches superflues pour améliorer l'exposition au soleil et la circulation de l'air. Cette saison, au lieu d'utiliser des ciseaux, Pika utilise la magie pour changer la longueur des branches. D'autres choses qu'elle doit faire incluent gérer les oiseaux et les insectes. Les choses deviennent aussi assez dures quand elle doit faire face à très mauvais temps. Pika est épuisée chaque jour, mais plus d'efforts sont fournis, plus les oranges deviennent délicieuses. Après 6 mois d'entraînement, Pika arrive enfin au jour précédent l'examen. Pika est maintenant une véritable bête quand elle utilise son sort Anima, et elle fait preuve d'un contrôle magistral. Elle peut même commander aux branches de couper des oranges d'autres branches. Pika a réussi à atteindre son objectif, et elle a terminé la récolte. Sa mère dit qu'elle est maintenant une fermière professionnelle, et Pika jure de cultiver les meilleures oranges du monde. Elle s'arrête cependant, car elle se souvient que son vrai but est de devenir magicienne. Elle n'a fait que de l'agriculture ces 6 derniers mois, alors elle se demande si elle va vraiment y arriver. Elle ne sait utiliser qu'un seul type de magie, et elle demande à Claude si cela suffira pour la faire entrer. Claude n'en a aucune idée car les examens d'entrée de Diana sont différents à chaque fois. Seule une personne sur 10 réussit à entrer, et c'est une question de chance. Aria est une rageuse comme toujours, et elle dit que Pika n'entrera jamais. Elle ne peut que faire pousser l'herbe plus haute, alors Aria dit qu'elle devrait simplement abandonner. Pika lui dit de se taire, et elle a hâte de rire quand elle entrera et qu'Aria non. Au fond d'elle-même, cependant, Pika n'est pas sûre de pouvoir le faire seule. Elle est très nerveuse, et même son sac à dos semble plus lourd que d'habitude. Pika monte dans une calèche et se rend à l'Académie Diana. Elle devient encore plus nerveuse car tout le monde ici est un rival. Ils essaient tous d'entrer dans l'école, et tous les autres ont l'air vraiment coriaces. Aria n'a jamais manqué de confiance alors qu'elle pense être la numéro 1 ici et qu'elle n'a rien à craindre. Le voyage prend pas mal de temps, alors il commence à se demander pourquoi. Diana est dans la capitale, mais pour une raison quelconque, ils sont en montagne. Juste alors, des rochers qui tombent manquent de détruire leur calèche. Certains des rochers se combinent pour former un golem terrifiant, et ils commencent à les attaquer. Claude révèle qu'il se cachait dans le sac de Pika, et elle n'arrive pas à croire qu'il est venu. Il explique que cette chose est un golem, ce qui signifie que c'est une poupée de terre contrôlée par des magiciens. Quelqu'un le manipule depuis l'ombre, alors Pika se demande si c'est encore le culte. Claude croit que oui, et il détermine qu'ils en veulent aux étudiants. Aria n'a pas une once de peur en elle alors qu'elle affronte la bête géante. Elle lui dit qu'elles ont un examen à passer, donc ils devraient lire la pièce et disparaître. Elle utilise sa magie de verso pour créer un hydrocanon. C'est un sort incroyablement puissant, et il écrase le golem en centaines de morceaux. Pika est émerveillée, et Claude explique que le verso est capable de donner forme à l'eau et de canaliser ses capacités. C'est très polyvalent, mais cela demande une puissance et une connaissance magiques immenses. Cependant, Claude révèle que cela a ses faiblesses. Tout le monde est choqué alors que le golem se reconstruit, et Pika dit que cette chose est indestructible. Claude rappelle alors à Pika qu'elle a lu sur les golems à la bibliothèque. Elle se souvient qu'ils ont toujours un noyau qui fait office de cœur. Pika réussit à le trouver et remarque que c'est la pierre qui porte une inscription. D'après ce qu'elle a lu, le magicien donne vie au golem en inscrivant le mot Behemoth sur le noyau. En effaçant la première lettre, cela détruira le golem. Pika dit qu'elle doit parler de ça à Aria, mais Claude se demande pourquoi. Elle ne ferait que lui confier toute la responsabilité, et il rappelle à Pika qu'elle s'est entraînée pendant les 6 derniers mois. Elle a travaillé très dur, c'est pourquoi ce sera elle qui vaincra le golem elle-même. Pika ne croit pas pouvoir le faire, alors Claude lui dit de regarder comment son amie se bat toute seule. Il rappelle à Pika qu'elle veut devenir magicienne, et il l'encourage à se souvenir pourquoi. Pika est à nouveau inspirée alors qu'elle se souvient de son but. Elle utilise Anima sans hésitation, et ses branches sauvent Aria. Aria n'arrive pas à croire que c'était vraiment la magie de Pika, mais Pika n'a pas fini. Pika réalise que Claude avait raison sur le fait qu'elle avait juste peur. Ses jambes tremblent comme jamais, mais elle dit quand même à Aria qu'elle connaît la faiblesse du golem. Elle veut aider, alors elle demande si elle peut se joindre au combat. Aria fait remarquer à quel point Pika a peur, alors elle se demande pourquoi elle se force à faire ça. Pika admet qu'elle a tellement peur que son cœur est sur le point d'exploser. Cependant, elle veut devenir une magicienne capable de protéger les gens autour d'elle. Aria accepte de se battre ensemble,
alors elle demande quel est le plan. Pika explique qu'il y a une inscription sur le noyau du golem, et qu'elles doivent juste effacer la première lettre. Elle dit à Arya de le briser à nouveau pour qu'elle puisse l'effacer, mais Arya a une mauvaise nouvelle. Il ne lui reste pas assez de puissance magique pour lancer quoi que ce soit de gros. Toutes les deux sont repoussées, alors le golem cible les autres étudiants. La situation devient très mauvaise alors que la bête utilise un énorme rocher pour bloquer leur sortie. Un garçon implore de l'aide, alors Pika dit qu'elle va arrêter le golem. Elle jette un tas de graines par terre et utilise Anima pour les faire pousser. Pika parvient à maintenir le golem en place, et Arya ne peut que se demander quel genre de magie c'est. Elle pensait que Pika n'avait fait que de l'agriculture tout ce temps, mais Claude sait ce qui s'est vraiment passé. En travaillant ce vaste verger toute seule chaque jour, Pika a développé son endurance et son contrôle de la magie. Elle s'est également concentrée sur un seul type de magie, ce qui lui a permis de la maîtriser en peu de temps. Claude traite Pika d'idiote car elle ne connaît même pas ses propres capacités. Arya n'arrive pas à croire que Pika soit si sérieuse maintenant, et elle déteste ça. Pika est censée être la maladroite clownesque qui n'est pas récompensée pour ses efforts. Pika est alors choquée quand le golem se brise lui-même pour se libérer. Elle réalise rapidement, cependant, que c'est exactement ce qu'elle voulait. Son noyau est exposé, alors Pika utilise Anima à nouveau pour créer une attaque géante. Il ne lui reste plus beaucoup de magie, donc elle doit faire quelque chose tout de suite. Le golem voit ce qu'elle fait, alors il lui lance un tas de rochers. Pika doit utiliser toute sa concentration pour se protéger, donc elle est trop clouée au sol pour riposter. Elle envisage de tenir jusqu'à ce que le golem n'ait plus de rochers, mais son Anima va s'épuiser en premier. Les choses deviennent assez mauvaises, et elle ne survivra pas si cela continue. Heureusement, Arya intervient pour aider à protéger son amie. Elle ne veut pas que Pika gagne toute seule, mais plus important encore, elle prépare le terrain pour elle. Arya dit à Pika qu'elle ferait mieux de gagner maintenant, sinon elle sera contrariée. Pika se prépare car elle devra terminer ce combat dans la fraction de seconde où la barrière d'eau tombera. Elle chronomètre parfaitement en enroulant ses vignes ensemble et en les tirant en arrière comme un fouet. Elle les lance vers l'avant et coupe la lettre E du noyau du golem. Le golem s'effondre en morceaux, et tout le monde célèbre leur victoire. Arya se demande quand Pika est devenue si forte, mais Pika dit que c'était grâce à son soutien. Quant à elle, elle dit qu'elle a simplement eu de la chance. Juste alors, une voix déclare qu'on ne peut pas vaincre un golem avec seulement de la chance. Ce gars connaît le nom de Pika, alors elle exige de savoir qui il est. Il est clair que c'est lui qui contrôlait le golem, alors elle suppose que c'est un méchant. Claude explique que ce gars est le vice-principal, et il se présente comme Justice Libra. Il révèle que ceci conclut l'examen surprise. Les autres étudiants sont furieux, et ils disent que s'ils avaient su que c'était un test, ils auraient rejoint le combat. Justice explique que c'était justement le but de l'examen surprise. Il rappelle à tous que la magie peut être bonne ou mauvaise selon qui la manie. À l'Académie Diana, il valorise la qualité de ceux qui ont une âme saine. Il a pris la liberté d'observer leurs aptitudes sans préavis car il voulait voir comment ils réagiraient face à de véritables menaces. Fuiraient-ils pour sauver leur vie? Feraient-ils bon usage de leur magie, ou aideraient-ils les autres? Le plus important, il voulait savoir s'ils feraient face au danger. Il a déterminé que bien qu'Arya puisse être imprudente, elle a aussi été rapide à prendre l'initiative. Quant à Pika, elle manque de variété dans sa magie, mais elle a le courage d'agir pour le bien des autres. En reconnaissance de leur victoire sur le golem, elles sont considérées comme ayant réussi la partie pratique de l'examen. Pika n'arrive pas à croire le chemin parcouru, et elle en reste sans voix. Les autres étudiants ne sont pas choisis, alors Justice espère qu'ils utiliseront cela comme motivation. Quant à Arya et Pika, il dit qu'il les verra à l'Académie Diana. Arya vient de réussir, mais quelque chose la dérange toujours. Elle est très compétitive, alors elle décide qu'elle devra s'entraîner plus dur. Pika, quant à elle, se demande si elle rêve. Comme toujours, Claude la garde les pieds sur terre en lui rappelant que ce n'est que la ligne de départ. Pika déteste qu'il soit toujours une pisse froide, mais elle se souvient que c'est juste qui il est. Elle est surprise, cependant, lorsque Claude la complimente pour être restée ferme et avoir bien combattu. Pika est immédiatement gênée car elle vient d'imaginer Claude dans son esprit. Elle vient de recevoir un tout petit peu d'éloge de la part d'une personne si peu sérieuse, et elle ne comprend pas pourquoi cela l'a rendue si heureuse. Pika se rappelle qu'elle n'aurait pas pu aller aussi loin sans son aide. Elle est très reconnaissante, et elle pense que Claude pourrait en fait être une personne extraordinaire. À l'Académie Diana, on remet un message urgent à la directrice. Claude a disparu depuis un certain temps, mais ils viennent de recevoir un message de lui. La directrice est heureuse car cela signifie que son serment d'apprenti est toujours vivant. Plus tard, nous apprenons l'existence de l'arbre-monde du chapeau de sorcière. C'est l'un des points chauds touristiques du royaume d'Aradia, et il est âgé de 1000 ans, mesurant 900 mètres de haut. Au-delà du tunnel qui le traverse se trouve l'Académie royale de magie Diana. Elle a été fondée par la sorcière fondatrice, Céline, il y a 1000 ans, et compte aujourd'hui plus de 600 étudiants. Pika arrive à l'école, et elle est complètement émerveillée. Elle n'arrive pas à croire qu'elle est vraiment à Diana,
Et tout dans cet endroit est magnifique. Tout le monde ici est si élégant et distingué, et c'est logique car cette école est incroyablement prestigieuse. Pika remarque alors à quel point les uniformes sont mignons, et elle réalise qu'elle porte le même. Claude lui dit de se calmer car son excitation la fait paraître stupide. Claude lui rappelle qu'elle doit l'appeler professeur Claude, et que personne ne doit savoir quel est son apprenti. Pika est d'accord, et elle se demande si c'est aussi un secret qu'il se transforme en un mignon petit chaton. Claude dit que c'est évidemment un secret aussi, alors Pika lui dit de faire attention à ne pas utiliser toute sa magie et à se retransformer en chatte. Elle n'aime pas non plus que cela arrive, et elle lui rappelle qu'elle a dû encore embrasser ses fesses pour le faire transformer ce matin. C'est incroyablement embarrassant pour elle, même si elle sait que c'est la seule façon de lui rendre sa forme humaine. Claude admet que c'est embarrassant pour lui aussi, et il se sent mal qu'elle doive le faire. Cependant, il fait remarquer qu'il ne peut pas enseigner en tant que chat, ils doivent donc coopérer. Leur objectif est le même, faire de Pika une magicienne de première classe. Pika n'est pas vraiment convaincue, et elle a l'impression d'être dupée par un homme louche. Juste à ce moment, Claude mentionne qu'il parlera de sa coven à la directrice. Pika ne sait pas ce qu'est une coven, et Claude est surpris qu'elle ne le sache pas, puisqu'elle fréquente une école de magie. Pika dit qu'elle vient d'une école normale, donc elle n'a jamais appris ces choses. Avant que Claude puisse expliquer, ils sont accueillis par la directrice elle-même. Son nom est Jean, et elle est surprise que Claude se soit déjà lié d'amitié avec des étudiants. Claude la salue formellement, et Pika note que c'est la première fois qu'elle le voit agir correctement. Jean dit à Claude que toute l'école parle de son retour, principalement des gens qui disent du mal de lui. Jean dit qu'elle ne veut pas causer de confusion parmi les étudiants, alors elle demande à Claude d'attendre dans son bureau jusqu'à ce que les covens soient annoncés. Claude mentionne qu'il a une question sur les covens, alors ils partent ensemble. Il dit à Pika de ne pas causer d'ennui, et les deux s'en vont. Alors qu'ils s'éloignent, Pika se demande si ces deux-là sont vraiment amis. Une fois seul, Jean laisse tomber toutes les formalités et exige de savoir où Claude a été ces 2 dernières années. Elle dit avec colère à son apprenti de ne plus s'enfuir, et il devient très clair que Jean était en fait la professeure de Claude. Claude la complimente sur son apparence et essaie de l'amadouer, mais Jean n'en a rien à faire. Elle lui rappelle qu'elle ne lui a redonné son poste que par bonté de cœur. Claude est reconnaissant, et Pika, observant de loin, se demande maintenant s'ils ne sont finalement pas amis. Pika réalise qu'elle ne sait toujours pas ce qu'est une coven, alors elle se demande quoi faire. Juste à ce moment, elle entend une voix crier à l'aide et découvre une fille qui s'est mystérieusement retrouvée coincée dans un mur. La fille explique qu'elle a glissé et est tombée, et qu'elle a fini ici. Pika est complètement déconcertée car elle ne savait même pas que cela était possible. Elle essaie d'aider en tirant sur les bras de la fille, mais elle ne sort pas. Pika finit par réussir à la sauver, et la fille est très reconnaissante. Elle appelle Pika sa sauveuse, et Pika ne peut s'empêcher de remarquer que cette fille est absolument magnifique. La fille se présente sous le nom de Lo, et Pika se présente à son tour. Lo révèle qu'elle est aussi une étudiante de première année, ce qui surprend Pika car elle semble beaucoup plus âgée. Elles s'entendent immédiatement, et Lo espère qu'elles se retrouveront dans la même coven. Cela donne à Pika l'occasion parfaite de découvrir ce qu'est réellement une coven. Elle admet qu'elle vient d'une école normale, donc elle n'en a aucune idée. Lo explique qu'une coven est essentiellement une classe à Diana. Chaque coven se compose de 12 étudiants et d'un professeur, et ils passent 3 ans à étudier, manger et vivre ensemble. Pika réalise à quel point c'est important car elle sera avec ces mêmes personnes pour les 3 prochaines années. Lo est à Diana depuis le collège, alors elle assure à Pika que tout le monde ici est gentil et travailleur. Pika est soulagée de l'entendre, et elle pense que lorsque Claude a dit qu'il s'occuperait de sa coven, il devait vouloir dire qu'il la mettrait dans sa classe. La liste des covens est sur le point d'être annoncée, alors Lo suggère qu'elles aillent vérifier les tableaux d'affichage, et Pika la suit joyeusement. En chemin, Pika heurte accidentellement un étudiant et s'excuse immédiatement. Le garçon saisit doucement sa main et lui demande si elle s'est fait mal avant d'insister pour bien la regarder. Pika est troublée et dit qu'elle va bien. Le garçon dit « Dieu merci », parce que si quelqu'un d'aussi belle qu'elle était blessé, ce serait une chose terrible. Pika fond presque en s'entendant traiter de belle. Juste à ce moment, le garçon tourne son attention vers Lo et dit qu'elle est aussi belle qu'une déesse. Pika réalise immédiatement que ce garçon n'est qu'un flirt. Il se présente sous le nom de Libra et dit à Lo qu'il devrait reparler plus tard. Il ramasse ensuite un mouchoir et dit à une fille qu'elle l'a fait tomber. Pika regarde incrédule car cette fille n'a rien fait tomber. Pika est dégoûté et se demande ce qui ne va pas chez lui. Lo lui dit qu'il s'appelle Libra et qu'il est le fils du vice-principal. Pika n'arrive pas à croire que le vice-principal, qui est si intimidant, ait un fils pareil. Libra admet qu'il a menti à propos du mouchoir et qu'il voulait juste une raison de parler à la fille. Il tend la main et touche la main de la fille, mais la fille l'attrape et menace de lui fracasser le crâne. Pika est surprise, et Lo révèle qu'il s'agit en fait d'un garçon nommé Castor. Castor est furieux, non pas parce que Libra l'a pris pour une fille, mais parce qu'il l'a touché avec ses mains sales. C'est un maniaque de la propreté, et il dit à Libra qu'il mettra fin à ses jours pour l'avoir touché. Libra trouve cela amusant et dit que Castor devra s'excuser de l'avoir traité de sale.
Alors que la situation est sur le point de dégénérer, une voix autoritaire leur dit d'arrêter de se battre. Tout le monde lève les yeux et est choqué de voir une fille se balancer depuis un lustre. Elle est incroyablement athlétique avec un corps musclé, et elle fait une entrée spectaculaire. Elle dit aux garçons que se battre est mal parce qu'ils attirent toute l'attention. Son vrai problème est que personne ne devrait voler la vedette. Libra la reconnaît comme étant Léo Regulu, et il est amusé par son entrée dramatique. Il se demande pourquoi elle est venue de là-haut, et elle explique simplement que c'était pour attirer l'attention. Castor n'est pas du tout impressionné et lui dit de dégager car elle est juste sur son chemin. Léo dit que s'ils insistent pour se battre, elle devra les arrêter par la force, et les deux garçons semblent prêts à l'affronter. Lo, pendant ce temps, se demande calmement ce qu'il y aura pour le déjeuner, mais Pika est complètement dépassée. Elle pensait que Diana était pleine d'étudiants gentils et travailleurs, mais ce n'est visiblement pas ce qu'on lui avait promis. La situation éclate complètement alors que les trois étudiants utilisent leur magie les uns contre les autres. Libra utilise quelque chose appelé l'œil de Thémus, qui lui permet de prédire et d'esquiver les attaques sans même ouvrir les yeux. Castor utilise sa magie Gemini appelée augmentation miroir, qui crée des copies de lui-même. Léo ne veut pas être en reste, alors elle déchaîne sa magie Léo appelée Reine Lion et se jette elle-même dans le combat. Tout le monde est choqué de voir qu'elle ressemble à un lion, et elle écrase l'un des clones de Castor. Libra décide de reculer face à celle-ci lorsqu'il voit de quoi Léo est capable. Personne n'est plus terrifié que Pika alors qu'elle décide qu'elle devra garder ses distances avec ces personnes pour les 3 prochaines années. Malheureusement, elle est touchée à la tête, et Lo en a finalement assez. Pika a été touchée pendant la bagarre, et Lo est furieuse quand elle voit que sa sauveuse est blessée. Elle déchaîne sa magie Toru appelée Gugalana, et elle devient une géante. Castor n'aime pas du tout ce genre de magie, et il dit que toutes les femmes de cette école sont des monstres. Pendant que tout cela se passe, Pika remarque que Lo est sur le point de trop se montrer, et elle crie un avertissement. Lo essaie de se couvrir, mais elle perd l'équilibre et s'écrase. Pika est horrifiée en réalisant qu'elle va lui tomber dessus. Alors que tout semble devenir encore plus chaotique, Claude arrive et dit à tout le monde qu'il ne devrait pas faire les fous dans l'école. Castor est choqué de voir Claude ici et exige de savoir ce qu'il fait. Claude explique qu'il est venu les chercher, et il lève les combattants en l'air. Il énonce une liste de noms, incluant Castor, Libra, Léo, Lo et Pika. Il leur dit à tous qu'ils font maintenant partie de la Claude Coven et qu'ils sont ses étudiants. Pika est horrifiée d'apprendre que ce sont les personnes avec qui elle passera les 3 prochaines années. Nous avons ensuite un flashback qui nous montre ce qui s'est passé dans le bureau de la directrice. Jean a dit à Claude qu'elle comprenait sa situation, et en tant qu'ancien apprenti, elle le laisserait reprendre son poste. Elle est même prête à mettre Pika dans sa coven. Cependant, le public n'acceptera pas son retour si facilement. La rumeur selon laquelle il a fui le combat circule toujours, et les étudiants se méfient de lui. Il n'est plus dans la même position qu'avant, alors Jean a décidé de lui donner un test. Elle a choisi des étudiants à fort potentiel pour sa coven, mais chacun d'eux est un peu problématique. Son travail sera de rassembler ces 12 étudiants et de s'assurer que chacun d'eux obtienne son diplôme. Il ne doit y avoir aucun abandon, et s'il échoue à ce test, il sera démis de ses fonctions. Nous avons ensuite un rapide aperçu de ses autres étudiants, dont Aria. De retour au présent, nous voyons que Claude a accepté le défi, et il pense en lui-même que c'est le début de sa nouvelle vie d'enseignant. Malheureusement pour lui, alors qu'il regarde ses étudiants, il se retransforme en chatte. La coven s'est rassemblée dans sa salle de classe, mais il n'y a aucun professeur en vue. Tout le monde regarde autour de lui, confus, jusqu'à ce qu'il remarque un chat noir assis devant la pièce. Certains étudiants le trouvent adorable, d'autres sont simplement confus quant à la présence d'un chat dans la classe. Pika sait immédiatement ce qui s'est passé, et elle n'arrive pas à le croire. Claude lui explique qu'il a utilisé toute sa magie en faisant léviter Léo quand elle s'est écrasée, et qu'il a dû se retransformer en chat. Claude lui demande poliment de le retransformer, mais c'est bien trop de folie pour Pika en une seule journée. Elle s'enfuit en criant, et tout le monde se demande ce qui ne va pas chez elle. C'était le premier jour de la Claude Coven, mais en raison de l'absence de Claude, le cours a été annulé. Le lendemain matin, Lo essaie de réveiller Pika, mais Pika veut dormir un peu plus longtemps. Lo décide qu'elle va simplement la porter à l'école, alors elle se transforme et la soulève. Elles se rendent au petit déjeuner, et Léo est déjà là avec son thé élégant. Elle réalise que c'était elle qui faisait tout ce bruit si tôt le matin. Elle est contrariée que son moment de thé élégant soit perturbé, mais Pika est choquée quand elle boit son thé comme une brute. Pika s'éclipse alors pour faire quelque chose qu'elle doit faire chaque matin avant que les autres aient fini leur petit déjeuner. Elle va retrouver Claude, qui attend patiemment en chat, et le rituel matinal du baiser sur les fesses commence. Pika lui dit qu'elle ne supporte pas de faire ça chaque matin, et elle se demande s'il n'y a pas un autre moyen. Claude passe ensuite en revue ce qu'ils savent de la malédiction jusqu'à présent. Dès qu'il utilise une magie sérieuse, il redevient un chat. À la fin de chaque journée, la magie de renaissance de Pika s'estompe, et il redevient un chat. De plus, Pika ne peut utiliser sa magie de renaissance qu'une fois par jour car elle a besoin de dormir pour la recharger. Claude déteste vivre ainsi,
Donc la seule solution est que Pika devienne une magicienne de première classe au moment de son diplôme. Pika n'a aucune idée de comment elle est censée y parvenir, alors Claude explique le système de classement. Il existe 4 classes de magiciens, et pour être qualifiée de première classe, elle devrait réussir un examen de classement annuel au Palais Royal. Seuls 0,005% des magiciens atteignent jamais la première classe, et une seule personne de Diana y est parvenue dans l'histoire de l'école. Pika dit que cette personne a dû être incroyable, et Claude révèle avec désinvolture que c'était lui. Pika est furieuse parce qu'elle l'a accidentellement complimenté. Claude lui dit qu'au cours des 3 prochaines années, son objectif est de devenir la meilleure élève de son année car c'est la seule voie vers la première classe. Il la prévient également que Diana a une politique selon laquelle les 10% les moins bons sont exclus chaque année, donc elle doit faire attention. Pika accepte de faire de son mieux, alors ils se dirigent ensemble vers l'école. Pika est sûre que l'exclusion ne lui arrivera jamais, et elle est prête à commencer sa nouvelle vie scolaire. La mère de la résidence aperçoit Claude et Pika quittant une chambre ensemble, et elle saute immédiatement à la pire des conclusions, marmonnant sur les scandales entre professeurs et élèves. Les cours commencent, et Pika réalise rapidement qu'elle est complètement dépassée. Dans les cours généraux qui mélangent les étudiants d'autres covents, un professeur nommé Battle parcourt le matériel à une vitesse incroyable. Pika n'arrive pas du tout à suivre, et elle remarque que la fille à côté d'elle dort profondément. Elle essaie de la réveiller discrètement, mais Battle la surprend et exige qu'elle réponde à une question sur la gravitation universelle. Pika panique et implore de l'aide, mais la fille endormie à côté d'elle se réveille juste assez pour débiter la bonne réponse parfaitement, puis se rendort immédiatement. Pika est stupéfaite et dit à la fille qu'elle doit être très intelligente. Le professeur est émerveillé par la réponse de la fille, et il dit avec colère à Pika de faire mieux. La fille endormie est encore endormie, et Pika est mortifiée. Cette fille a répondu correctement à une question sans même être complètement réveillée alors que Pika n'arrivait pas du tout à suivre. Dans le cours de magie pratique de Claude, il annonce que les étudiants seront évalués en voyant combien de créatures appelées la porne chaque étudiant peut attraper en 30 minutes. Il les décrit comme des animaux mignons mais destructeurs, normalement très difficiles à attraper pour les gens. Il précise très clairement qu'il attend de ses étudiants capables de Diana qu'il n'ait aucun problème, et il est sûr qu'il n'y aura pas de lambins qui n'en attraperont aucun. Pika craint d'être l'une de ces personnes, et elle sent immédiatement la pression. Le test commence alors que Claude libère les lapornes. Pika utilise Anima avec confiance, mais le laporne est incroyablement rapide, et ses vignes ne peuvent pas s'approcher. Claude explique que les lapornes utilisent leurs cornes pour détecter le pouvoir magique, et ils filent dès qu'ils en ressentent ne serait-ce qu'un peu. Il observe comment ses étudiants vont relever ce défi. Une fille nommée Anna utilise sa magie Scorpio pour libérer une toxine paralysante qui arrête les lapornes sur place. Claude note que son sort est incroyablement efficace, mais les dégâts collatéraux sont un problème. Les lapornes n'ont pas pu y échapper, mais cela a également paralysé certains des autres étudiants. Un certain garçon nommé Tarf utilise sa magie pour piéger tout un groupe de lapornes d'un seul coup. Pika regarde avec émerveillement et essaie de comprendre comment elle peut utiliser Anima sur une vaste zone. Elle devra le faire intelligemment pour que les lapornes ne s'enfuient pas avant qu'elle puisse l'activer. Elle a vraiment du mal, et la pensée de l'exclusion lui traverse l'esprit. Quand le temps est écoulé, Claude annonce les résultats. Aria est arrivée première en attrapant 10 lapornes. Quant à Pika, elle a terminé dernière avec 0. Elle a reçu un coup de tête d'un laporne, et quand elle est revenue à elle, les 30 minutes étaient déjà écoulées. Claude lui dit haut et fort que ce n'est pas grave pour que les autres étudiants puissent l'entendre. Cependant, il est en fait furieux, et il se demande tout bas ce que Pika fabrique. Il lui dit qu'ils auront des cours de rattrapage après l'école, et qu'à ce rythme, elle va se faire exclure. Après les cours, Pika est assise seule, et elle est très dure avec elle-même. Ce n'est que son premier jour, et elle est déjà à la traîne. Elle pensait pouvoir faire un peu mieux, mais maintenant elle ne peut même pas imaginer être la meilleure de son année. Elle commence à s'inquiéter sérieusement de savoir si elle va se faire exclure. Pour la leçon de rattrapage, Claude emmène Pika dans l'un des observatoires de Diana après l'école. Elle se demande pourquoi il ne pourrait pas simplement la voir dans son bureau, mais quand elle entre, elle est complètement surprise. Claude a lancé des sorts de visualisation et de lévitation dans toute la pièce pour créer une reconstitution virtuelle de l'espace extra-atmosphérique. Les étoiles remplissent tout l'observatoire, et Pika trouve cela absolument magnifique. Claude lui montre différentes étoiles, dont Deneb, Altaïr et Vega. Il montre ensuite la grande étoile d'un blanc bleuté et lui dit qu'elle s'appelle Pika, comme son nom. Pika peut ressembler à une seule étoile, mais c'est en fait 2 étoiles tournant si rapidement qu'elles semblent n'en faire qu'une. La lumière qu'elles produisent ensemble est dite 20 000 fois plus brillante que le soleil. Claude dit que l'important est que même si une seule étoile ne peut produire qu'une certaine quantité de lumière, 2 ensembles peuvent produire une puissance incroyable. Pika devient immédiatement émue en réalisant qu'il essaie de la réconforter. Elle se demande s'il lui dit qu'elle ira bien parce qu'elle n'est pas seule. Claude panique et le nie immédiatement, disant que ce n'est évidemment pas ce qu'il voulait dire. Pika se met à rire de son trouble, et Claude exige de savoir ce qu'il y a de si drôle. Elle s'excuse pour son rire,
et pense en elle-même qu'elle ne s'attendait pas à ce que Claude veille sur elle ainsi. Pour la première fois, elle croit vraiment qu'elle pourrait devenir une magicienne de première classe avec le professeur Claude à ses côtés. Claude reprend rapidement son rôle de professeur et lui dit que les bêtises sont terminées. Il l'informe qu'elle ne rentrera pas chez elle tant qu'elle n'aura pas attrapé 12 Laporne. Un peu plus tard, Claude rencontre la directrice Jean, qui lui demande comment s'est passée sa première semaine de retour au travail. Claude dit que ses élèves sont tous de bons enfants, studieux et gentils. Jean trouve cela très étrange car elle a entendu des choses très différentes. Apparemment, Harry dort pendant tous les cours, et Léo Regulu n'arrête pas de s'emparer du pupitre juste pour attirer l'attention sur elle. Libra drague les enseignantes, et l'autorue détruit l'équipement avec sa force brute. Claude n'arrive pas à croire qu'elle l'ait découvert, et Jean dit qu'il y a encore plus de problèmes. Beaucoup d'élèves de sa couvent ont des foyers troublés ou une magie problématique, et ils se contentent de se taire pour l'instant. Elle l'informe également que les gens de l'école ont commencé à appeler sa couvent la boîte de Pandore, pour avertir les autres qu'il ne faut pas interagir avec eux. Claude trouve que c'est un assez bon nom, mais Jean n'est pas amusé. Elle lui dit que le plus gros problème actuellement, c'est Castor Gemini. Jean explique que Castor était auparavant dans la division Collège Diana. C'est un enfant à problème qui cherche rapidement la bagarre et provoque de graves altercations physiques avec les autres élèves. Jean révèle que, pour une raison quelconque, Castor ne manque que les cours de Claude. Claude essaie de dire quelque chose sur la valeur de l'initiative individuelle, mais Jean l'interrompt. Elle lui rappelle que si Castor continue ainsi, il échouera et sera expulsé de l'école. Elle demande ensuite à Claude s'il a oublié la condition de sa réintégration, lui faisant bien comprendre que son poste est en jeu. Plus tard, Pika est choqué d'apprendre que Claude sera renvoyé si un seul de ses élèves échoue. Claude n'a pas le choix, il doit donc traîner Castor à son cours de l'après-midi quoi qu'il arrive. Pika fait remarquer que Castor est plutôt terrifiant, alors elle se demande pourquoi il refuse même de se montrer. Claude repense à leur première rencontre, et se souvient que Castor était vraiment en colère après l'avoir vu. Claude a remarqué que Castor est bizarrement rebelle depuis leur toute première rencontre. Il ne voit vraiment aucune raison pour laquelle Castor le détesterait, mais Pika en voit plusieurs. Elle dit que Claude est brutal, de mauvaise humeur, et qu'il n'y a vraiment aucune raison pour qu'on l'aime. Claude est surpris d'apprendre qu'il est si détestable, et il décide qu'il doit juste faire comprendre à Castor qu'il est en fait un gentil professeur. Juste à ce moment, Lo arrive, et Claude lui demande si elle sait où se trouve Castor. Lo écoute attentivement et dit qu'elle entend des bagarres au loin, donc il est probablement par là. Pika est abasourdie car elle n'arrive pas à croire que c'est ainsi qu'on retrouve ce garçon. Ils suivent les bruits et trouvent Castor, plus intimidant que jamais, debout au-dessus de quelqu'un qu'il vient de battre. Castor se demande ce que tout le monde regarde, et Pika a peur de lui. Claude vérifie l'état du type assommé et exige de savoir pourquoi Castor a fait ça. Castor dit que le gars a fait quelque chose d'inapproprié, alors il s'est vengé. Claude décide de fermer les yeux puisque l'autre avait aussi tort, mais il avertit Castor qu'il va se faire expulser s'il continue à se battre. Castor est vraiment en colère, alors il lui dit d'aller l'expulser. Claude passe en mode « gentil garçon » et dit qu'il n'expulsera pas Castor parce qu'il est son élève. Il déclare qu'il est du côté de Castor quoi qu'il arrive. Il demande à Castor de venir en cours cet après-midi et lui promet que cela en vaudra la peine. Castor accepte étonnamment, et Claude est soulagé. Cependant, Castor précise qu'il ne viendra en cours que si Claude démissionne. Claude force un rire en disant que Castor est drôle, mais Pika voit qu'il est sur le point de craquer. Pika décide qu'elle doit faire quelque chose, mais Lo la devance. Lo s'avance et dit directement à Castor qu'il doit venir en cours. Castor lui dit de reculer car elle est trop près et qu'il déteste qu'on le touche. Lo refuse et dit qu'elle le traînera elle-même en cours s'il le faut. Castor lui dit qu'elle est agaçante, mais Lo lui rappelle qu'il était si gentil avant. Castor dit que c'était dans un passé lointain, et déclare qu'il n'ira jamais en cours. Malgré tout cela, Castor finit par se présenter plus tard dans la journée. Claude annonce que le cours d'aujourd'hui consistera à monter la montagne pour récolter une herbe appelée mandragore. Castor est visiblement très en colère, et Lo le remercie d'être venu. Il réplique sèchement que c'est seulement parce qu'elle n'arrêtait pas d'en parler. Avant de partir, Claude rappelle à tous de ne pas prendre de décisions imprudentes ni de pénétrer dans la zone interdite. Pika, Lo et Castor se retrouvent dans le même groupe, et Lo essaie d'amener Castor à aider à chercher l'herbe. Il est réticent, alors Lo le motive en soulevant l'arbre contre lequel il est adossé. Pendant qu'il cherche, Pika a du mal avec toute la terre qui salit son uniforme. Castor lui donne un chiffon et lui dit que la terre laissera une tache si elle ne la nettoie pas. Pika est prise au dépourvu et se demande si Castor n'est finalement pas si effrayant que ça. Il peut être plutôt attentionné, et il a même des goûts mignons. Cela lui vaut immédiatement un regard mortel de sa part, et elle se rétracte rapidement. Claude vérifie leur groupe, et il essaie clairement de son mieux d'être chaleureux et accessible. Il dit à Castor qu'il est content qu'il soit venu en cours et lui propose son aide pour quoi que ce soit. Pika est amusée car elle voit à quel point il essaie d'être gentil. Malheureusement, Castor n'est pas dupe. Il dit à Claude d'arrêter son numéro car il le voit clairement. Castor déteste vraiment Claude, et il le traite d'inquiétant.
Il dit qu'il n'est venu que parce que l'eau l'a forcé, et qu'il ne reviendra ni demain ni jamais. Claude n'apprécie pas son ton, mais Pika lui rappelle de ne pas perdre son calme. Elle dit qu'il doit continuer à jouer la gentillesse, mais Claude réalise que jouer au professeur gentil ne va pas marcher ici. Il doit parler franchement à Castor, sinon il ne comprendra pas. Claude ne perd pas plus de temps et demande directement à Castor ce qu'il n'aime pas chez lui. Castor est surpris que Claude ne se souvienne pas de ce qui s'est passé, mais il en déduit que ce n'était probablement pas important pour lui. Claude exige de savoir de quoi il parle, alors Castor lui rappelle qu'il a fui. Le jour de l'attaque des sectateurs, Claude a abandonné les élèves et n'est jamais revenu. Avant que Claude ne puisse répondre, Lo repère avec excitation ce qui ressemble à l'herbe mandragore et se précipite pour l'attraper. Elle perd pied et est sur le point de tomber dans le ruisseau. Castor réagit immédiatement et lui crie d'attraper sa main. Il tend la main pour l'aider, mais Lo utilise sa magie de taureau pour éviter de tomber. Elle va bien, mais Castor finit par tomber à l'eau. Tout le monde se précipite pour l'aider, mais il est trop tard. Le courant est trop fort, et il est emporté. Castor dit que c'est vraiment mauvais car quelque chose qu'il veut éviter est sur le point d'arriver. Les autres le retrouvent finalement en aval, et ils sont choqués de découvrir que Castor a complètement changé. Castor s'est transformé en fille, et Claude se souvient d'elle. Pika se demande si les Gémeaux ont la capacité de se transformer ainsi, mais Claude reste sans voix. Au lieu d'être grincheuse et hostile comme garçon, Castor est maintenant une fille joyeuse et décontractée. Pika est choquée par ce changement radical et se demande si c'est vraiment Castor. Lo explique que son nom est en réalité Polex. Polex explique qu'elle et Castor sont en fait des jumeaux qui partagent un seul corps. Quand Polex est touché par un garçon, la personnalité de Castor apparaît. Cependant, quand Castor est touché par une femme, c'est la personnalité de Polex qui apparaît. Lo a touché Castor avant qu'il ne soit emporté, c'est pourquoi Polex est là. Pika se demande si c'est un truc de Gémeaux, mais Polex dit que cette magie particulière leur est unique. Elle propose de montrer à Pika la véritable magie des Gémeaux et utilise l'augmentation miroir. Ce sort scanner l'uniforme de Pika et donne à Polex une copie parfaite. Pika est émerveillé, et Polex explique que sa magie de lumière peut scanner et copier des choses. Claude dit à tout le monde de retourner à la cueillette des herbes maintenant qu'ils savent que les Gémeaux sont sains et saufs. Bien sûr, il demande aussi à Polex d'aider à trouver des herbes. Polex stupéfait alors tout le monde en sortant un clone d'elle-même qui a déjà la plante de mandragore. Claude est choqué car c'est celle qu'il avait dans sa poche, et il se demande comment Polex l'a obtenue. Polex révèle qu'elle l'a en fait trompé. Elle dit que sa magie est plutôt amusante car elle peut courber la lumière et même devenir invisible. Ce qu'elle a fait cette fois, c'est créer une copie d'elle-même au moment où tout le monde a détourné le regard pendant qu'elle se changeait. Elle a ensuite utilisé sa magie de lumière tout en prétendant copier l'uniforme, et a fait voler le pot d'herbe dans la robe de Claude par la copie. Claude comprend exactement comment elle a fait, et Polex est impressionné. Elle demande alors si elle peut rentrer chez elle puisqu'elle a accompli la tâche. Claude dit évidemment que non car elle a triché, et il lui dit de le rendre. Polex le défie de le reprendre par la force, mais Claude lui rappelle qu'il ne peut rien faire d'agressif envers ses élèves. Polex dit alors quelque chose qui blesse beaucoup plus profondément alors que les choses deviennent très sombres. Elle lui dit qu'il est si gentil et qu'il se soucie clairement de ses élèves, mais qu'il n'hésite pas à les abandonner quand les choses deviennent vraiment sérieuses. Elle se demande pourquoi quelqu'un comme ça enseigne encore. Claude réalise qu'elle le méprise pour ce qui s'est passé ce jour-là, tout comme Castor. Pika est confuse car elle entend pour la deuxième fois parler de Claude abandonnant des élèves. Elle n'y a jamais cru avant, mais la rumeur qu'Aria a mentionnée sur le fait qu'il était un lâche lors de l'attaque des sectateurs commence à sembler très réelle. Lo intervient et demande calmement à Polex de rendre l'herbe à Claude. Elle dit qu'elle veut en chercher une avec elle, et Pika veut aider. Polex reste très sérieuse alors qu'elle détermine que les autres filles prennent son parti. Elle leur dit alors de la laisser, elle est Castor, tranquille désormais. Elle s'excuse d'avoir interrompu le cours et disparaît. Pika exige immédiatement que Claude lui dise si la rumeur sur sa fuite est vraie. Elle refuse d'y croire, mais elle veut entendre la vérité de sa part. Claude explique qu'il y a 2 ans, alors qu'il enseignait ici, Polex était dans la division collège de Diana. Elle n'était pas dans la couvent de Claude, mais elle l'appréciait beaucoup. Aussi, à l'époque, elle était une personne très gentille et heureuse. Cependant, Claude admet que le jour de l'attaque, il l'a laissée, elle et les autres élèves, alors qu'ils imploraient de l'aide. Pika ne peut que se demander pourquoi il a fait ça, et Claude dit qu'il est désolé, mais qu'il ne peut pas encore le lui dire. Bien sûr, elle veut savoir pourquoi il ne peut pas le lui dire, mais il dit simplement que c'est sa croix à porter. Une fois le problème réglé, il lui dira tout ce qu'elle veut savoir. Il dit ensuite aux filles de rester là pendant qu'il va chercher Polex. Avant de partir, il dit que la zone interdite se trouve plus loin, et il les avertit de ne pas s'y aventurer. Pika reste à digérer que la rumeur est vraie, et elle est vraiment bouleversée. Juste à ce moment, Lo aperçoit une ombre au loin, et on dirait que quelqu'un est pendu à un arbre. Pika regarde de plus près et détermine que quelque chose ne va pas. Même si Claude leur a dit de ne pas entrer dans la zone interdite, elles ne peuvent pas regarder quelqu'un se faire mal sans rien faire.
Elles désobéissent à l'ordre et courent pour sauver la personne. Malheureusement, dès qu'elles s'approchent, elles sont soudainement incapables de bouger. Quelque chose de collant les maintient en place, et elles réalisent que la personne n'était qu'une poupée de bois. Juste à ce moment, Pollex apparaît et leur demande ce qu'elles font. Pika dit qu'elles sont venues la chercher. Pollex révèle que la figure pendue était en fait un leurre placé par un monstre qu'il utilise pour attirer les gens. Pollex sent le danger, alors elle dit à tout le monde qu'elle doit fuir. Avant qu'elle ne puisse s'échapper, une créature insecte géante se révèle. Pika est complètement dégoûté, et l'insecte attaque Pollex. Pika dit à Pollex de courir chercher Claude, mais Pollex se demande ce qui va leur arriver. Pika déclare qu'elles retiendront le monstre jusqu'à l'arrivée de Claude. Pollex est surprise que Pika puisse rester assez calme pour penser clairement alors qu'elle avait peur de Castor il y a un instant. Juste alors, Pika dit à Pollex de faire attention car l'insecte attaque. Pollex utilise immédiatement sa magie de Gémeaux et détruit complètement l'insecte. Elle déclare qu'il est inutile d'appeler leur professeur faible. Elle leur dit de ne pas s'inquiéter car elle protégera tout le monde. Pollex libère les filles, et Pika dit qu'elle est incroyable. Elle n'arrive pas à croire que Pollex ait leur âge, et Pollex leur dit de continuer les compliments. Pika se demande si Castor peut utiliser la même magie, mais Pollex dit que son frère est nul en magie. Pika trouve que la magie de changement de corps est plutôt cool et semble très amusante. Pollex est d'accord et dit que beaucoup de gens trouvent ça bizarre, mais elle l'aime bien. Elle et Castor sont ensemble dans ce corps depuis leur naissance, donc c'est juste normal pour eux. Juste à ce moment, Lo se demande où elle se trouve car il fait très sombre. Les autres filles sont terrifiées de voir qu'elle est coincée à l'intérieur de la bouche d'un monstre. Les choses deviennent alors vraiment mauvaises car plusieurs autres insectes apparaissent. Non loin, nous voyons que Claude combat également les insectes. Il voit de la magie utilisée au loin et se demande si elle vient de Pollex. Claude ne peut pas se permettre d'être retransformé en Tchat pour le moment, donc il ne peut pas utiliser de grands sorts. Il doit faire quelque chose, cependant, car il est clair que quelqu'un est en difficulté. De retour avec les filles, elles utilisent toute leur magie ensemble et commencent à riposter. Elles éliminent tout un tas de monstres, mais la vague d'insectes continue d'arriver. Pika se demande ce qu'elle doit faire car, à ce rythme, leurs vies vont s'arrêter. Lo est forcée de se retransformer en sa forme plus petite, alors elle admet que sa transformation a utilisé trop d'énergie et qu'elle peut à peine bouger. Pollex voit qu'elle est en difficulté, alors elle essaie de l'aider, mais elle se fait capturer. Heureusement, ce n'était qu'un clone, et la vraie Pollex élimine un autre insecte. Un regard dans le passé montre ce qui s'est passé après que Claude a laissé tous les élèves. Ils étaient tous terrifiés, et Pollex a fait une promesse à Castor. À partir de ce jour, elle a promis de protéger tout le monde et de devenir plus forte. Pollex démontre une partie de cette puissance et élimine plus d'insectes. À l'intérieur de leur corps partagé, Castor sent que Pollex est en danger et lui crie de battre en retraite car elle n'a presque plus de puissance magique. Pollex lui dit de se taire car elle est occupée. Castor est furieux et lui dit qu'elle exagère. Pollex refuse de battre en retraite parce qu'elle ne veut laisser personne derrière. Elle doit protéger tout le monde, et elle se battra avec toute la magie qu'elle possède. Malheureusement, elle se pousse trop fort et manque complètement de magie. Un insecte s'apprête à mettre fin à ses jours, mais Claude arrive juste à temps pour la sauver. Il s'excuse d'être en retard, et Pollex n'arrive pas à croire qu'il est là. Elle se demande ce qu'il fait car il est censé être un lâche. Claude la couvre simplement et dit qu'il la protégera cette fois. Pika se demande ce que sont ces insectes, alors Claude explique que ces créatures s'appellent des forêts ambulantes. Elles se déguisent en arbres et attaquent les humains en utilisant des leurres et de la bave. Elles attaquent parfois les villages en grand nombre, et elles posent un sérieux problème. Pika est terrifiée alors que plus d'insectes apparaissent, et Claude explique que les cris des insectes déjà vaincus en ont attiré encore plus. Claude dit aux filles qu'elles ont tenu extrêmement bien et de lui laisser le reste. Il regarde tous les insectes et déclare qu'il n'en laissera pas un seul s'échapper. Il utilise alors sa plus grande magie de Sagittaire appelée l'Anémabo. L'attaque est absolument magnifique, et même Pollex ne peut s'empêcher de dire que c'est beau. Elle est enchantée et se souvient de cette magie. Le jour où elle est entrée à Diana, Claude l'a utilisée, et elle a été enchantée dès qu'elle l'a vue. C'était la magie qu'elle adorait par-dessus tout, et elle appartenait à Claude. Après que Claude a éliminé chacun des insectes, il dit qu'il va vérifier s'il y en a d'autres. Il dit à tout le monde de ne pas oser s'éloigner cette fois, et nous voyons ce qui se passe réellement. Il chuchote à Pika qu'il est sur le point de se retransformer en Tchat, et qu'elle doit prendre la relève. Avant qu'il ne disparaisse, cependant, il se tourne vers Pollex et fait quelque chose qu'il avait besoin de faire depuis très longtemps. Il s'excuse auprès de Pollex et de Castor de les avoir abandonnés ce jour-là. Il reconnaît qu'il est vrai qu'il les a laissés dans une situation terrifiante, et il ne fera aucune excuse pour lui-même. Les filles sont stupéfaites car il est visiblement rempli de remords. Il leur demande de lui donner une autre chance et promet de faire tout ce qu'il faut pour protéger ses élèves cette fois. Il dit alors au revoir et s'enfuit avant que quiconque ne le voie se transformer en chat. Ces paroles ont clairement un effet sur Pollex alors qu'elle se demande ce qui ne va pas chez ce type. Claude est redevenu un chat, et il est content que personne ne l'ait vu se transformer. Pika dit à Pollex que Claude avait probablement ses raisons pour ce qui s'est passé,
même s'il ne peut pas encore les expliquer. Polex se demande pourquoi il ne peut pas les expliquer, mais Pika ne sait pas. Ce qu'elle sait, c'est que Claude l'a sauvé aujourd'hui. Il s'est précipité ici si vite que sa robe était complètement déchirée à cause de sa vitesse. C'est pourquoi Pika dit qu'elle va essayer de lui faire confiance pour l'instant. Polex apprécie qu'il les ait aidés cette fois, mais elle n'arrive pas à surmonter le fait d'avoir été abandonnée si facilement ce jour-là. Cependant, elle a beaucoup de questions auxquelles elle a besoin de réponses. Claude a un pouvoir incroyable, alors elle se demande ce qui l'a fait fuir ce jour-là. Elle déclare qu'elle veut découvrir par elle-même quel genre de personne il est vraiment. C'est pourquoi, à partir de ce jour, elle commencera à se présenter au cours de Claude. Tout le monde est content de l'entendre, mais Pika est choquée quand elle se demande ce qui se passe avec le chat. Claude est vraiment content que ce soit réglé, mais autre chose le tracasse. Il ne devrait pas y avoir d'insectes magiques par ici, même dans la zone interdite. Non loin, un gars est contrarié parce que Claude a éliminé tous leurs insectes éclaireurs. Il n'arrive pas à croire que Claude soit vraiment de retour, et il se demande s'il devrait mettre fin à ses jours. Leur chef dit non car Claude n'est pas leur cible. Il rappelle à tous que la personne qu'ils recherchent vraiment est la fille qui peut utiliser la magie de renaissance, nommée Pika. Plus tard, Claude annonce à la classe qu'ils vont utiliser les herbes qu'ils ont tous cueillies pour fabriquer des potions qui augmenteront leur pouvoir magique. Pika pense à la façon dont Castor a commencé à venir en cours après l'incident dans la forêt, ce qui est un grand progrès. Cependant, il faudra encore un certain temps pour que tous ces étudiants excentriques soient sur la même longueur d'onde. Libra se plaint déjà qu'il y a trop de monde et que c'est étouffant, et il demande à Castor de changer pour Pollux. Léo demande à Claude si elle peut ajouter un sanglier qu'elle vient de capturer dans le chaudron, et Claude lui dit de le remporter dans la forêt. Pika essaie d'alléger l'ambiance en suggérant qu'ils mettent tout dedans et fassent une fondue chinoise, mais Claude rejette immédiatement l'idée. Pika remarque ensuite qu'Arya a l'air un peu triste à propos de quelque chose, mais Arya ne dit pas pourquoi. Plus tard dans la journée, Pika a son entraînement de magie habituel après les cours avec Claude, et elle a beaucoup de mal avec l'hélophorne. Les examens de mi-session approchent, et Claude l'avertit qu'elle va échouer si elle ne peut même pas en attraper un. Pika fait remarquer qu'il détecte toujours sa magie grâce à ses cornes et s'enfuit avant qu'elle ne puisse rien faire. Elle commence à se demander si Anima n'est tout simplement pas la bonne magie pour ce genre de tâche. Elle dit que si seulement elle pouvait utiliser d'autres types de magie, les choses seraient bien plus faciles. Claude la corrige immédiatement et dit que le problème est qu'elle n'a pas encore complètement compris comment utiliser l'anima. Il lui dit qu'un magicien intelligent peut trouver d'innombrables façons d'utiliser sa magie. Ils peuvent trouver des approches innovantes pour contourner leurs limites. Claude déclare que c'est ce qu'il faut pour être un bon magicien. Il est très satisfait de la sagesse de cette déclaration, alors il dit à Pika qu'elle devrait prendre des notes. Pika se demande comment elle est censée innover, et Claude utilise la magie d'Aquarius comme exemple. Elle permet à l'utilisateur de manipuler l'eau et d'en changer la forme. Les idées du magicien en tant que telles sont ce qui l'a fait fonctionner. Il dit qu'Arya est très avancée dans sa magie, et il suggère à Pika de lui demander conseil. Le regard agacé sur le visage de Pika lui dit tout ce qu'il a besoin de savoir. Pika explique qu'Arya ne lui apprendra rien sans se plaindre et lui rendre la vie misérable. Elle précise également qu'elles ne sont pas amies, elles sont ennemies. Elle repense à toutes ces fois où Arya a maîtrisé sans effort quelque chose sur lequel Pika travaillait dur. Arya agissait toujours comme si c'était la chose la plus facile du monde pendant que tout le monde autour d'elle célébrait son génie. Arya a toujours été meilleure qu'elle, et cela contrarie vraiment Pika. Claude lui dit de mettre son orgueil de côté car elle devrait tout faire ce qu'elle peut en ce moment. Pika sait qu'il a raison car elle doit devenir plus forte. Pollux et Arya sont toutes deux meilleures qu'elle, mais elle doit les battre toutes si elle veut devenir première classe. Elle avale immédiatement sa fierté et part chercher Arya. Pika s'approche d'Arya et lui demande de lui apprendre l'astuce pour utiliser la magie d'Aquarius. Arya fait semblant d'y réfléchir et lui demande si elle devrait vraiment le faire. Pika suppose que la réponse est non, alors elle la remercie avant de faire demi-tour. Arya dit alors qu'elle va vraiment lui apprendre, mais à une seule condition. Pika doit prendre une pause de chiot tout en la regardant avec des yeux tristes et dire « S'il te plaît, apprends-moi, mademoiselle Arya ». Pika est dégoûtée, et elle sait qu'Arya se moque d'elle, alors elle ne pense pas qu'elle va vraiment le faire. Cependant, Pika se dit que ce n'est rien comparé au baiser du bouc qu'elle doit faire tous les matins. Elle prend la pause et fait tout sans hésitation. Fidèle à sa parole, Arya dit à Pika de la suivre. Arya l'emmène au bain de l'école, et elle trempe dans l'eau chaude pendant 1 heure entière. Pika devient impatiente et se demande ce que tout cela a à voir avec la magie de l'eau. Arya se lance dans une explication très convaincante sur la façon dont le bain stimule le système nerveux sympathique et permet une réflexion magique très polyvalente. Elle dit immédiatement qu'elle plaisante et admet qu'elle voulait juste prendre un bain et que tout cela ne sert à rien. Pika est furieuse, mais Arya révèle qu'il n'y a en fait pas d'astuce pour utiliser la magie d'Aquarius. Elle explique que sa magie transforme l'eau en n'importe quelle forme qu'elle imagine. La clé est d'observer et de toucher les formes que vous voulez créer. Ensuite, vous mémorisez leur structure encore et encore par la répétition.
Elle démontre magnifiquement, et Spica réalise quelque chose d'important. Elle a toujours pensé qu'Arya était juste un génie inné, mais il s'avère qu'elle a travaillé incroyablement dur pour en arriver là. Spica la remercie et dit qu'elle va essayer. Arya demande alors pourquoi Spica essaie si fort, et Spica dit qu'elle veut apprendre à attraper des Lawthorns. Elle était la seule de la classe à ne pouvoir en attraper aucun, et c'était vraiment embarrassant. Arya la taquine et dit qu'elle veut juste des éloges de son cher Claude. Avant que Spica ne puisse le nier, Arya propose une compétition. Elles se retrouveront sur la montagne dans une semaine et verront qui peut attraper le plus de Lawthorns en 1 heure. La perdante sera la femme de ménage de la gagnante pour une journée. Spica déclare immédiatement qu'elle doit gagner, et elle accepte le défi. Nous avons ensuite un bref flashback montrant qu'Arya a demandé à Spica de sortir avec elle après l'école. Spica a refusé à cause des cours de rattrapage qu'elle a avec Claude. Arya murmure pour elle-même que les choses sont devenues tellement ennuyeuses récemment. Spica commence son entraînement, et bientôt, le jour du concours est arrivé. Claude est là, et il se demande comment une simple demande de conseil a pu se transformer en une compétition à part entière. Il se demande si Spica pense vraiment qu'elle peut gagner. Spica dit de la regarder et dit de contempler les nouvelles compétences qu'elle s'est enseignées. Le concours commence, et Arya passe la première, utilisant sa magie d'Aquarius pour créer une attaque de la main géante de Poséidon. Elle capture 5 Lawthorns d'un seul coup sur une vaste zone. Claude regarde et dit que sa magie est aussi impressionnante que jamais. Arya sourit avec arrogance et dit qu'elle a pratiquement déjà gagné. Spica passe ensuite, et elle fait quelque chose qui déconcerte tout le monde. Elle utilise une technique d'anima qu'elle a inventée elle-même, appelée catapulte humaine. Elle dit que de cette façon, le Lawthorn ne pourra pas détecter sa magie. Elle lance son propre corps comme un projectile directement sur le Lawthorn avant même qu'il ne puisse la détecter. Arya crie d'horreur, et Claude panique et demande si elle va bien. Spica atterrit dans un nuage de poussière, mais elle tient un Lawthorn, et elle dit qu'elle en a eu un. Arya lui dit qu'elle n'a pas besoin de mettre son corps en jeu comme ça, mais Spica dit que si. Elle ne veut pas perdre, et elle déclare qu'elles sont rivales. Arya est d'abord stupéfaite d'entendre cela, puis elle rit de bon cœur. Lorsque la compétition est terminée, le score final est Spica 10 et Arya 20. Spica est horrifiée car elle doit admettre qu'elle a perdu. Claude dit que ce n'est pas grave, mais Arya surprend Spica avec ce qu'elle dit ensuite. Elle dit à Spica qu'elle s'ennuyait récemment car elle ne traînait plus ensemble, c'est pourquoi elle attendait aujourd'hui avec impatience. Elle dit qu'elle ne se lasse jamais de regarder Spica et suggère qu'elle rejoue un jour. Spica doit maintenant servir de femme de ménage d'Arya pour la journée comme punition, et Arya en profite au maximum en faisant nourrir par Spica. Une courte scène montre ensuite Claude courant pour sauver sa vie, certaines personnes l'appellent un petit chaton précieux et le poursuivent. Un jour plus tôt, Claude dit à Spica qu'ils doivent choisir un leader pour la Coven. Le leader est responsable de la coordination des membres et de la gestion des courses et des événements scolaires lorsque le professeur est absent. Il demande si elle a des nominations, et Spica se porte volontaire immédiatement. Malheureusement, Claude dit non avant même qu'elle n'ait fini sa phrase. Spica exige de savoir pourquoi, et Claude explique que le leader doit être une personne mature et responsable. Il raconte une histoire édifiante sur un professeur qui a un jour choisi un leader sans y réfléchir attentivement. La Coven est tombée dans le chaos, les étudiants se sont retournés les uns contre les autres, et la classe ne s'en est jamais remise. Choisir un leader est très important, donc ils ne peuvent pas plaisanter. Spica se demande s'il dit qu'elle ferait tomber la Coven dans le chaos. Elle admet ensuite qu'elle ne connaît pas assez bien les autres pour nommer quelqu'un. Elle fait remarquer que Claude ne semble pas non plus avoir d'idées et suggère qu'il observe les étudiants pendant leur jour de congé demain puisqu'ils seront tous dans les dortoirs. Claude dit immédiatement non parce qu'il veut passer le week-end à pas rester dans sa chambre. Spica le traite d'adulte minable, mais il accepte finalement son offre de l'aider. Il fait comme si c'était elle qui lui demandait une faveur, et cela la met en colère. Il lui dit de le retrouver chez lui à 10 h le lendemain matin et de ne pas faire la grasse matinée. Le lendemain matin, Claude attend dans sa chambre, et il est déjà 11 h. Comme il ne peut pas devenir humain sans elle, il n'a pas d'autre choix que d'aller la chercher lui-même en tant que chat. Il explique qu'il est toujours coincé dans sa chambre quand il est chat, donc cela lui semble nouveau. Il entre dans le couloir, et il est immédiatement ramassé par une fille. Elle s'appelle Maro, et elle pense que c'est le chat le plus adorable qu'elle ait jamais vu. Elle se demande quel est son nom, et Claude essaie de s'échapper. Elle décide que son nom est Elisabeth, et elle l'emmène dans sa chambre. Elle l'habille de vêtements à froufrou et lui offre plein de cadeaux. Claude est humilié, et il détermine que quelqu'un d'aussi délirant ne peut pas être le leader. Il réalise cependant que cette forme de chat pourrait lui donner un avantage. Cela lui donnera une meilleure chance d'observer ses étudiants agir naturellement, alors il décide de tirer le meilleur parti de la situation. Claude se promène ensuite dans une chambre où un garçon nommé Chiron déjeune. Chiron se demande d'où vient ce chalet, et Claude est prêt à se battre avec ce gamin. Le garçon nommé Tarf interrompt la bagarre et s'excuse pour l'impolitesse de Chiron. Chiron offre alors généreusement au chat une partie de sa nourriture et dit que nourrir les nécessiteux est un devoir royal. Pendant que Claude mange le repas, Tarf dit que là d'où il vient, les chats sont considérés comme des messagers des dieux.
Chiron dit qu'il devrait lui donner un nom, et il le nomme Scrodi. Claude est offensé, alors il lui donne un coup de poing au visage et s'enfuit. Claude détermine que Chiron est trop grossier et ne convient pas non plus pour le rôle de leader. Claude se dirige vers la chambre de Spica mais finit par se tromper de porte. Il se retrouve devant Anna, et elle est vraiment terrifiante. Anna le tire à l'intérieur de sa chambre, et cela empire. La pièce est remplie d'expériences étranges et de potions à l'aspect sombre. Claude est vraiment terrifié maintenant, et il se demande à quoi elle pense. Anna dit qu'elle fabrique des potions pour ses recherches sur la magie du poison, et qu'elle a besoin de griffes de chat comme ingrédient. Elle tend la main pour lui couper les griffes, mais Claude parvient à s'échapper. Malheureusement, il se couvre de potions, et c'est pire qu'il ne le pense. Anna explique que cette potion amplifie les phéromones et qu'elle fera en sorte que Claude attire d'autres êtres. Claude ne peut que se demander pourquoi elle fabriquerait une chose pareille, et il utilise sa magie pour s'échapper. Il détermine qu'il ne peut pas la laisser être leader alors qu'elle travaille sur une magie aussi dangereuse. La potion fait immédiatement effet alors que des étudiants de tout le dortoir commencent à agir étrangement autour de lui. Les étudiants le poursuivent dans les couloirs, et Claude essaie désespérément de les devancer. Il aperçoit une fille nommée Capella, et il craint qu'elle aussi ne tombe sous le charme de la potion. Étonnamment, elle intervient et dit à tout le monde de reculer parce qu'ils effraient le chat. Elle remarque une odeur sucrée venant de Claude et sent son corps devenir fourmillant. Elle est assez intelligente pour réaliser immédiatement que c'est une sorte de magie qui rend tout le monde fou. Contrairement aux autres, elle refuse de se laisser contrôler et déclare qu'elle ne se laissera pas atteindre. Elle dit alors au chat qu'elle va manger la magie et utiliser sa magie de Capricorne pour absorber et neutraliser la potion de phéromone directement sur lui. Sa capacité lui permet de consumer d'autres magies, et cela fonctionne parfaitement. Heureusement, le sortilège sur tous les autres se brise immédiatement. Capella dit que le chat peut toujours venir la voir pour obtenir de l'aide, et Claude détermine qu'il a trouvé sa candidate. Il déclare que Capella est celle qui est la plus apte à être le leader. Le lendemain, Claude demande formellement à Capella si elle accepterait d'être le leader de la coven. Il dit qu'il pense qu'elle est faite pour cela parce qu'elle est une personne mature et responsable. Au moment où il dit le mot « responsable », Capella se met à trembler. La fille nommée Eve avertit doucement Claude que c'est un sujet tabou pour elle. Capella perd complètement le contrôle et déclare qu'elle est désobéissante et mauvaise. Elle déteste absolument qu'on la traite de responsable, alors elle commence à casser toutes les fenêtres. Cependant, il est dans sa nature d'être responsable, alors elle finit par accepter le poste quand même. Au cours suivant, Claude annonce qu'ils vont expérimenter différentes combinaisons de magie pour voir ce qui se passe. Il utilise Aria et une fille joyeuse nommée Maro comme exemple. Maro utilise sa magie de poisson, et Aria utilise sa magie d'Aquarius. Ensemble, ils créent quelque chose appelé Sphère Aquarium, et le résultat est un magnifique aquarium flottant dans les airs. Spica trouve cela incroyable, et Léo dit que cela lui donne envie de poisson. Claude dit qu'Aria a utilisé sa magie d'Aquarius pour rassembler l'eau de l'air, tandis que Maro a utilisé sa magie de poisson pour invoquer des animaux aquatiques. Maro est ravie car cela signifie qu'elle n'a pas besoin d'être près de l'eau pour invoquer ses petits amis. Claude explique comment les deux magies fonctionnent ensemble, et il dit à tout le monde de former des paires et d'essayer par eux-mêmes. Spica décide d'approcher Anna et de lui demander de faire équipe. Anna demande pourquoi elle lui demanderait cela, et elle se demande si Spica sait même ce que sa magie fait. Spica sait tout à son sujet parce qu'elle a vu Anna étudier tous les Lofornes. Spica dit que la magie du poison semble très amusante, mais Anna est contrariée par cela. Anna refuse de se joindre à elle, dit qu'elle va quitter le cours plus tôt, et dit à Spica de demander à quelqu'un d'autre. Spica craint d'avoir dit quelque chose de mal, et elle se demande si Anna la déteste. Claude annonce à la classe que les examens de mi-session auront lieu demain. Pour l'examen, ils devront traverser un donjon spécial en utilisant leur magie. Il y a de réels dangers impliqués, et s'ils ne réussissent pas, ils ne pourront peut-être pas passer à l'année suivante. Il leur dit d'utiliser tout ce qu'ils ont appris au cours des 3 derniers mois et de viser à devenir les meilleurs étudiants de l'année. Spica est excité car c'est son premier examen à Diana. Après les cours, Claude dit à Spica qu'il n'y aura pas d'entraînement aujourd'hui et qu'elle devrait se reposer avant l'examen. Il ajoute une dernière chose et lui dit de se casser une jambe. Spica est touchée, et elle se dit qu'elle veut lui prouver que tout ce temps qu'il a passé à s'entraîner avec elle n'a pas été vain. Elle lui dit qu'elle n'est peut-être pas encore la première de son année, mais qu'elle sera la première de leur coven. Claude ne la croit pas vraiment, alors elle se demande pourquoi il réagit ainsi. Il fait remarquer qu'elle a dit qu'elle ne ferait pas la grasse matinée, et puis elle a immédiatement fait la grasse matinée. Il en est venu à réaliser que les choses que Spica dit ne se concrétisent pas vraiment. Il explique que ce jour-là a été un vrai cauchemar pour lui parce que Maro l'a habillé de vêtements à froufrou et qu'Anna a failli l'embrasser. Il dit ensuite à Spica de faire ce qu'elle fait toujours parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Pendant ce temps, Spica est complètement figée après avoir entendu qu'Anna a failli l'embrasser. Elle ne comprend pas pourquoi l'idée qu'Anna embrasse Claude la dérange autant, mais elle peut à peine se concentrer sur autre chose. Ailleurs, nous voyons qu'Anna est au téléphone. Elle dit à la personne à l'autre bout que leurs examens de mi-session commencent demain.
Elle demande à la personne de faire savoir à sa mère qu'elle utilisera sa magie de scorpion pour être la première de sa classe. La femme lui souhaite bonne chance, et Anna dit doucement qu'elle doit y arriver. Le jour de l'examen, nous voyons que les étudiants sont dans un dirigeable qui se dirige vers le donjon. Tout le monde est très excité, et Léo dit qu'elle est prête à explorer. Arya fait remarquer que l'examen a lieu dans un donjon, et elle se demande ce qui arriverait si Spica se perdait et restait coincée pour toujours. Spica a l'air absolument épuisée, et Arya est choquée par l'état de son visage. Claude pense qu'il lui a dit de bien se reposer, et il se demande pourquoi elle a l'air si fatiguée. Juste à ce moment-là, il fait très sombre, et les étudiants voient qu'il y a un monstre géant dehors. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Assurez-vous d'aimer la vidéo.